Le soir du 31 décembre 2000, une étudiante étrangère en voyage en France est perdue dans Paris. Elle est sur les Champs-Élysées au milieu d'une foule grandissante. Il fait nuit, il fait froid, ses sacs sont lourds. Et elle ne sait pas où elle va dormir, parce qu'elle n'a ni argent, ni endroit où aller. La jeune femme est totalement désemparée. 2 de ses amis l'ont abandonnée, après lui avoir dit qu'ils l'aideraient. Elle a peur, et elle est totalement sans repère. Un homme s'approche d'elle. Il engage la conversation et a l'air gentil. Alors elle accepte de le suivre, sans savoir que ce sera son dernier voyage, et qu'elle s'apprête en réalité à devenir l'inconnu du sac de couchage. Alors, que s'est-il passé ce soir de Nouvel An à Paris ? Je vais vous le raconter, installez-vous. Le 2 janvier 2001, aux premières heures de la matinée, les habitants du quartier des Musiciens situé au Mureau dans les Yvelines se réveillent doucement. Comme partout ailleurs, certains sont peut-être même encore barbouillés. Parce que la veille, dans la nuit, tout le monde ou presque célébrait en fanfare le passage à la nouvelle année. Comme on peut s'en douter, à ce moment-là, il n'y a pas grand monde dans les rues. Mais les propriétaires de chiens, eux, sont tout de même obligés de mettre le nez dehors. Et c'est le cas de Damien Brun, qui doit sortir le sien. Cet adolescent de 12 ans a pour habitude de le faire avec son cousin, Steven Lépine, qui a le même âge et vit juste à côté. Ils se donnent donc rendez-vous et se retrouvent peu après. Seulement, cette énième balade ne se passe pas du tout comme prévu. En effet, le chien de Damien est presque toujours promené sans laisse, parce qu'il écoute normalement au doigt et à l'œil. Mais ce matin-là, il n'en fait qu'à sa tête et ne revient pas. Même quand son maître l'appelle avec insistance. L'animal a pris la direction d'un parking abandonné à proximité. Et il y a visiblement trouvé quelque chose qui détourne son attention, au point de lui donner envie d'y rester et d'être totalement indiscipliné. De peur qu'il ne soit en train d'ingurgiter une énième saleté flairée par terre, et parce qu'il n'est pas dans leur champ de vision, Damien et Steven décident d'aller voir ce qu'il fabrique. En arrivant à l'endroit où il a pris ses quartiers, il remarque que le chien a effectivement fait une découverte de taille. Une découverte qui n'est pas celle qu'il soupçonnait, vu qu'il est en train de gratter et de tourner autour d'un sac de couchage bleu complètement fermé. Le terrain où il se trouve est engoncé entre un petit chemin et des jardins ouvriers, et n'est pas très fréquenté. En fait, la seule raison pour laquelle les locaux semblent s'y rendre, c'est pour y jeter leurs détritus. On pourrait donc se dire que le fait qu'un duvet y ait été déposé n'a rien de réellement surprenant. Le problème, c'est qu'il n'est pas vide, et que son contenu a une forme humaine. Alors, est-ce un mannequin placé par un petit plaisantin qui a voulu faire une blague de mauvais goût ? S'agit-il d'un SDF qui a décidé de se poser dans ce lieu désert pour pouvoir dormir tranquillement ? Les adolescents ne sont pas rassurés et n'osent pas regarder directement à l'intérieur du sac de couchage. Mais quand ils le touchent, ils constatent qu'il est dur. Alors, ils rentrent en vitesse chez Damien pour aller avertir son père, Alain. Au départ, ce dernier est dubitatif et n'y croit pas trop. Ses enfants ont beaucoup d'imagination. Mais il décide finalement de descendre pour aller voir ça. Tout seul cette fois-ci. Grâce aux explications données par Steven et son fils, il trouve rapidement l'endroit où est situé le duvet. Mais quand il parvient à desserrer, puis à ouvrir la partie haute qui fait office de capuche, un frisson lui parcourt immédiatement l'échine. Alain aperçoit une masse de cheveux et du sang. En gros, il prend conscience qu'il a sous les yeux un corps sans vie, ce dont il s'assure en vérifiant que la victime ne respire plus, avant de contacter les autorités pour leur faire un signalement. La police et les pompiers sont rapidement envoyés sur place. Et en coupant le cordon du sac de couchage, qui était noué autour du cou de la personne qui est dedans, ils remarquent qu'il n'y a effectivement plus rien à faire pour elle, et qu'elle a de toute évidence été victime d'un meurtre. Peu de temps après, un médecin légiste est lui aussi dépêché sur les lieux. Et selon ses premières observations, il s'agit d'une jeune femme de type caucasien, de petite taille et assez mince. Elle a les cheveux châtains, mi-longs, les yeux bleu-vert et semble n'avoir pas plus d'une trentaine d'années. Elle est vêtue d'un t-shirt, d'un bas de survêtement et elle a sur le dos une chemise à carreaux beaucoup trop grande pour elle.
qui appartient vraisemblablement à un homme. Il apparaît que la victime a sûrement été battue avant sa mort, étant donné qu'elle a de nombreux hématomes sur le haut du visage. Mais ce serait par strangulation qu'on lui aurait finalement donné la mort. En attestent les marques présentes sur son cou. L'ennui, c'est que ce sont les seules certitudes que la police a. Parce qu'il n'y a rien sur la jeune femme, ni autour d'elle d'ailleurs, qui permettent de l'identifier. Et ce ne sont pas les habitants des environs qui sont en mesure d'aider à faire progresser les investigations. Parce que dans le quartier des musiciens, qui est très défavorisé et régulièrement en proie avec la délinquance, les forces de l'ordre n'ont pas très bonne presse. Au contraire. Résultat, peu nombreux sont les gens à accepter d'ouvrir leurs portes aux enquêteurs. Et aucun de ceux qui sont interrogés ne sait qui est celle dont le corps a été découvert ce 2 janvier dans la matinée. Pire même, ils affirment ne l'avoir jamais vue dans les environs. Qui est cette jeune femme? Mais surtout, qu'est-elle venue faire à cet endroit si elle n'y connaît personne? Parce qu'il s'agit là d'un lieu où on a peu de chances d'atterrir par hasard, simplement parce qu'on s'est perdu. C'est un véritable mystère qui enveloppe cette affaire. Une brume que la police judiciaire de Versailles est à présent chargée de dissiper. Des circulaires sont transmises à tous les commissariats de France, ainsi qu'à la gendarmerie. Et le fichier des personnes recherchées dans le pays est consulté. Mais aucune femme actuellement portée disparue n'a le même profil que l'inconnu du quartier des musiciens. En bref, on peut dire que cela commence mal pour les enquêteurs qui peinent à obtenir des réponses. Parce qu'à l'absence de témoins, vient s'ajouter le fait que 5 caméras de vidéosurveillance installées aux alentours n'ont strictement rien capté d'anormal. Il n'y avait pas de sang, ni même de signes de lutte autour du sac de couchage. Celui-ci n'était pas mouillé alors qu'il avait plu la veille ainsi que la nuit précédente. Ce qui signifie que l'endroit où le corps a été découvert n'est pas celui où le crime a été commis. Donc, dans la nuit du 1er au 2 janvier 2001, ou alors aux premières heures de ce jour. Quelqu'un a tué la victime, puis l'a enveloppée dans un duvet, avant de s'en débarrasser en l'abandonnant là, sur ce parking souvent désert. Cela pourrait donc laisser suggérer que le tueur, ou la tueuse d'ailleurs, connaît très bien cette zone. On ne vient pas ici par pur hasard. On s'y rend si on habite le secteur ou, visiblement, si l'on a un corps à déposer. Qui qu'il soit, le meurtrier a su faire preuve d'une grande discrétion, et même de prudence. Parce qu'il n'a laissé aucune empreinte sur place. Que ce soit digitale, de chaussures ou de pneus. Rien du tout. Rigoureux ou pas, il n'a en tout cas pas manqué de cruauté quand il s'en est pris à cette jeune femme. Parce que l'autopsie de son corps révèle qu'on lui a porté pas moins de 13 coups à la tête, à l'aide d'un objet contondant particulièrement lourd. Cela dit, comme vous le savez, ce n'est pas la cause de sa mort, qui est bel et bien due à une strangulation. Ou plutôt à la seconde qu'elle a subie. Parce qu'il semblerait que le tueur s'y soit repris à 2 fois. En effet, après avoir tenté de l'étrangler manuellement sans succès, ce qui n'est pas surprenant, cela reste très difficile d'étouffer une personne à main nue, le meurtrier a visiblement utilisé un cordon assez fin pour la tuer. Un meurtre dont le mobile n'est peut-être pas sexuel d'ailleurs. Parce que le corps de la victime ne présente aucune trace de violence de ce genre. Elle avait ses règles, et son tampon hygiénique ne lui a d'ailleurs pas été retiré avant son décès. De plus, une autre particularité est notée. Le foie de la jeune femme a éclaté. Et il est très probable que cela se soit produit post-mortem, dans la mesure où il n'y a eu aucun saignement. Ce qui est sûr, c'est qu'elle s'est ardemment battue pour défendre sa vie, et a réussi à griffer son agresseur, puisqu'il y a, sous ses ongles, des morceaux de peau humaine lui appartenant très certainement. Voici un premier pas dans la bonne direction. Vu qu'après avoir fait analyser cet élément de preuve, la police obtient le profil ADN d'un homme que les enquêteurs pensent être le meurtrier. Malheureusement, son empreinte génétique n'est pas répertoriée dans le fichier national automatisé des empreintes génétiques, abrégé FNAEG. Une chose qui peut signifier, entre autres, que l'individu est un primo-délinquant. C'est-à-dire qu'il s'agit de son premier crime et qu'il n'a jamais été arrêté auparavant. Ou en tout cas, pas ces dernières années. Parce que dans le FNAEG, tous ceux ayant commis une infraction, que ce soit une conduite en état d'ébriété ou un meurtre, sont aussitôt répertoriés. Quoi qu'il en soit, après avoir suivi une piste qu'elles espéraient prometteuse, les autorités sont finalement de retour à la case départ.
Et c'est d'autant plus embêtant qu'elles ne savent toujours pas qui est la victime. Un blocage qu'il leur faut absolument lever pour pouvoir faire progresser les investigations, qui piétinent à présent totalement. Heureusement, peu de temps après, les enquêteurs vont recevoir un message inattendu, qui va leur amener des éclaircissements. Mais que vont-ils découvrir exactement ? Le 9 janvier, soit une semaine après la découverte du corps d'une jeune femme inconnue dans le quartier des Musiciens aux Mureaux, la police française reçoit un signalement en provenance d'Interpol. L'organisation intergouvernementale leur indique qu'à l'autre bout du monde, des parents inquiets viennent de signaler la disparition de leur fille, dont la description physique colle à celle de la jeune femme retrouvée sans vie dans ce sac de couchage. Si je vous ai dit « à l'autre bout du monde », c'est parce que le pays en question n'est autre que l'Australie, à 15 000 km de là. Et le fait que ce soit la France qui ait reçu ce message n'a rien d'un hasard. Tout simplement parce que l'étudiante australienne dont plus personne n'a de nouvelles y était en voyage avant de se volatiliser. C'est après avoir assisté au mariage de Denise, l'une de ses sœurs, à New York au cours de l'été précédent, qu'une dénommée Janet O'Keefe, âgée de 28 ans, a décidé de faire un crochet pour visiter l'Europe, avant de rentrer dans son pays natal, l'Australie. La jeune femme est une passionnée de culture française, très intéressée par l'histoire, qui rêvait depuis des années de visiter la capitale de la nation. Et c'est sûrement pour ça que Paris est l'endroit où elle est restée le plus longtemps, vu qu'elle y a posé ses valises pendant 2 mois. Au terme de son séjour en France, elle avait prévu de retourner aux États-Unis pour passer à nouveau un peu de temps avec Denise et l'un de ses amis avant de retourner en Australie. Le jour du réveillon de la Saint-Sylvestre, Janet a donc rendu les clés de la chambre qu'elle occupait dans un foyer étudiant de Savigny-sur-Orge. Et le 2 janvier, elle était supposée prendre l'avion en direction de New York. Seulement, la personne qui l'attendait sur place l'a fait en vain. Et cela n'a malheureusement rien de surprenant, parce que le siège qu'elle avait réservé sur le vol UA 915 est resté vide. Janet n'a pas embarqué ce jour-là. Mais le plus étrange dans tout ça, c'est qu'elle n'a prévenu personne. Ce qu'elle aurait forcément fait si elle avait eu un imprévu de dernière minute qui l'avait empêché de se rendre à l'aéroport. Si l'on en croit les dires de ceux qui la connaissent, la jeune femme est une personne douce, voire même naïve et raisonnable. En bref, poser des lapins à ses proches n'est pas dans ses habitudes. Ce qui vaut aussi pour le fait qu'elle ne réponde à personne depuis plusieurs jours. C'est une chose qu'elle ne ferait pas volontairement, et qui ne peut être due qu'à un problème rencontré en France avant la date de son départ. D'autant plus qu'elle voyage pour un moment, et nécessairement les contacts sont encore plus réguliers avec ses proches, qui s'inquiètent forcément un peu de savoir Janet aussi loin et seule. Ses parents, Suzanne et Kevin, qui vivent en banlieue de Melbourne, n'ont eux pas eu de contact avec elle depuis le 31 décembre 2000. Et forcément, ils se font un sang d'encre. D'autant plus qu'en raison de la distance, ils ont les mains liées. Ils sont dans l'impossibilité de chercher leur fille efficacement. Et font ce qu'ils peuvent depuis l'Australie, mais c'est loin d'être simple. Notamment à cause de la barrière de la langue, vu qu'ils ne parlent pas français du tout. Le couple inquiet a tenté de contacter les quelques connaissances que leur fille avait en France, par email à maintes reprises, et a également téléphoné avec insistance au foyer étudiant où elle résidait sur place. Mais cela n'a rien donné. Suzanne et Kevin n'ont obtenu aucune réponse, et restant, comme tous ses proches, dans l'impossibilité totale de joindre Janet. Le 9 janvier, ils ont donc décidé d'aller signaler sa disparition aux autorités australiennes. Suite à la réception de cette déclaration, la police judiciaire de Versailles connecte rapidement les points et se dit qu'il est fortement possible que leur mystérieuse jeune femme soit Janet O'Keefe. Seulement, les enquêteurs doivent s'en assurer. Le premier endroit où ils se rendent pour tenter d'en obtenir la confirmation, c'est à Savigny-sur-Orge. Mais une fois arrivés au foyer étudiant, ils rencontrent rapidement un problème de taille. Un souci notamment lié à la personnalité de la jeune femme, décrite comme étant à la fois discrète et réservée de nature. La plupart des jeunes interrogés ne la connaissent pas ou ne se rappellent pas d'elle. Il faut dire que durant son séjour, qui a pourtant duré 2 mois, sa timidité était extrême. Elle n'a que très peu parlé aux autres résidents. De plus, la seule photo qu'ont les enquêteurs en leur possession est celle qui a été prise du corps de la victime, qui, pour rappel, a été battue juste avant sa mort.
Autant dire que si certaines personnes n'ont pas reconnu Janet, c'est peut-être simplement parce que le souvenir qu'ils ont gardé de son visage était totalement différent de l'image qu'on leur a soumise. Heureusement, à force de persistance, les policiers finissent par entamer la discussion avec un groupe de 3 étudiantes. Elles leur disent que oui, en effet, la personne sur le cliché ressemble fortement à la ressortissante australienne portée disparue. Une affirmation qu'elles maintiennent après avoir été conduites à la morgue et avoir vu le corps de la victime, l'identifiant alors formellement comme étant Janet O'Keefe. Les filles sont incapables d'en dire plus sur son emploi du temps ou même ses projets, parce qu'elles ne la fréquentaient pas étroitement. Mais grâce à elle, le doute qui persistait toujours au sujet de son identité est définitivement levé. Après cela, c'est la police australienne qui se charge d'annoncer la tragique nouvelle à la famille de Janet. Évidemment, les proches espéraient toujours qu'elle soit là, quelque part en France, peut-être perdue mais bien portante. Cela dit, les circonstances plus que glauques de sa mort font tiquer Denise, sa sœur, qui, sûrement un peu dans le déni, persiste à croire qu'il existe peut-être une chance pour que la jeune femme retrouvée sans vie dans ce sac de couchage au Mureaux ne soit en réalité pas sa petite sœur. Afin d'en avoir le cœur net, elle prend donc immédiatement un vol pour Paris avec son mari et ne peut que constater, une fois sur place, qu'il n'y a malheureusement pas eu erreur sur la personne. Une situation qui brise moralement la famille de Janet. D'autant plus que Suzanne vient d'apprendre qu'elle est atteinte d'un cancer. Une chose qu'elle choisit de garder pour elle en attendant de pouvoir enterrer sa fille. Du côté des investigations, la lumière étant maintenant faite sur l'identité de la victime, les enquêteurs peuvent se concentrer sur la traque de son meurtrier qui, a priori, court toujours. Une pensée peu rassurante, notamment quand on sait de quelle brutalité il est capable de faire preuve. Seulement, pour pouvoir découvrir de qui il s'agit, il faut d'abord arriver à retracer l'emploi du temps de Janet avant sa mort. C'est grâce à son appétence pour la France et sa culture que la police trouve une première piste vers laquelle partir. Il s'avère que durant son séjour, la jeune femme a régulièrement pris des cours de français au Campus Langue, dans le 19e arrondissement de Paris. Et si, comme au foyer étudiant, elle n'a pas parlé à beaucoup de personnes là-bas, c'est pourtant différent, parce qu'elle s'y était apparemment fait un ami. Cet ami, c'est Anthony Martin, un Néo-Zélandais de 40 ans, fraîchement divorcé, venu passer quelques mois à Paris pour voir sa sœur, Anne, qui y vit. Un séjour dont il profite pour apprendre la langue au passage. L'homme se présente spontanément aux enquêteurs et explique que si à la base il a été incité à aborder Janet par l'un de leurs professeurs, qui voyait qu'elle restait dans son coin, après une première discussion avec elle, il a accroché. Anthony a donc commencé à voir la jeune femme de temps en temps par la suite. Et ils se retrouvaient régulièrement pour boire un café ensemble, ou faire une balade à deux dans les rues de Paris. Mais attention, en tout bien tout honneur. Seulement, le Néo-Zélandais explique à la police que le 31 décembre 2000, aux environs de 19h, il a reçu un appel de son ami, qui était complètement paniqué. En effet, durant cette conversation téléphonique, Janet a dit à Anthony qu'elle devait passer le réveillon chez quelqu'un, mais que cette personne, qui était supposée passer la récupérer en début d'après-midi, n'est pas venue la chercher. L'étudiante australienne a donc été totalement prise au dépourvu, parce qu'à ce moment-là, elle était seule avec toutes ses affaires en plein Paris, dans l'une des villes les plus grandes d'Europe et qui grouille de monde, spécialement le soir du Nouvel An. Elle avait peu d'argent, de gros sacs à porter, aucun repère et surtout pas d'endroit où dormir, parce qu'elle avait déjà rendu les clés de la chambre qu'elle louait au foyer étudiant. Sans surprise, Janet a donc demandé à son ami de l'héberger jusqu'à son départ pour New York, qui devait avoir lieu 2 jours plus tard. Une requête que ce dernier a acceptée, avant de lui fixer un rendez-vous. Ils étaient censés se retrouver entre 20h30 et 21h devant un restaurant situé sur les Champs-Élysées. Mais Anthony s'y est rendu avec 1 heure de retard, et à son arrivée, il n'y avait personne à l'endroit convenu. L'homme affirme qu'il a attendu 20 minutes sur place, au cas où. Puis, à 22h30, il est finalement parti et a flâné un temps seul dans les rues de la capitale avant de rentrer chez lui, à Boulogne-Billancourt. Anthony n'aurait donc, a priori, pas vu Janet ce soir-là. Le problème, c'est que, lorsque les enquêteurs effectuent les vérifications d'usage, ils s'aperçoivent rapidement que le quadragénaire ne leur a pas dit toute la vérité. Et si ce Néo-Zélandais de 40 ans était bien plus impliqué dans ce meurtre qu'il n'essaye de le laisser paraître ?
Les policiers français ne seraient-ils pas à 2 doigts de résoudre leur enquête ? Quelques jours après avoir parlé à Anthony, ce Néo-Zélandais censé aider Janet le soir du Nouvel An à Paris, la police remarque qu'il n'a pas donné la même version aux parents de la jeune femme concernant cette fameuse soirée du 31 décembre. Dans un email envoyé à Kevin et Suzanne, il raconte que s'il était en retard au rendez-vous donné à leur fille, c'est parce qu'il en avait un autre en banlieue avant, et qu'après y être allé, il s'est retrouvé bloqué dans un embouteillage sur la route vers Paris. Surpris d'apprendre par eux-mêmes l'existence de cet imprévu qui ne leur avait pas été mentionné, les enquêteurs demandent alors le relevé téléphonique d'Anthony à son opérateur. Et en le consultant, ils font une autre découverte, encore plus troublante. En effet, il s'avère que l'homme a en réalité menti à tout le monde. Il n'a tout simplement pas pu être en retard à son rendez-vous avec Janet, puisque le 31 décembre à 20h45, son portable bornait aux Champs-Élysées, ce qui atteste du fait qu'il s'y trouvait déjà à ce moment-là. Autrement dit, il était à l'heure pour le rendez-vous avec Janet. Mais pourquoi avoir menti sur ce point ? Devenue très suspicieuse à son égard après avoir recueilli ses renseignements, les autorités placent immédiatement Anthony en garde à vue et perquisitionnent l'appartement qu'il loue. Personne ne le dit à haute voix. Mais s'il a tordu la vérité, c'est peut-être parce qu'il essayait de se constituer un alibi pour le meurtre qu'il aurait commis lui-même. Toutefois, les forces de l'ordre n'y trouvent rien de compromettant. Cependant, une fois en salle d'interrogatoire, le Néo-Zélandais craque rapidement. Il avoue aux enquêteurs qu'il a bel et bien menti, et précise pourquoi il l'a fait. Une raison qui est pour le moins inattendue. Il raconte que lorsque Janet l'a appelé le 31 décembre, s'il a accepté de l'héberger, c'était en fait à contre-cœur, parce qu'il était très remonté contre elle. En conséquence de quoi, il est arrivé volontairement en retard à leur rendez-vous. Anthony explique à la police que le soir du réveillon de Noël, il avait invité son ami à venir manger chez lui. Un événement à l'occasion duquel il avait préparé un repas qui lui avait coûté assez cher, dont son ami s'est décommandé à la dernière minute. Elle avait prétexté ne pas se sentir bien, et l'homme a donc fait ses emplettes coûteuses pour rien. 3 jours après, Janet lui fait un coup similaire, le laissant attendre 3/4 d'heure à l'extérieur sans qu'elle ne vienne jamais, en plein hiver. 2 rendez-vous manqués que le Néo-Zélandais a gardés en travers de la gorge. Résultat, quand la jeune femme l'a appelé pour lui demander un service, il a décidé de lui poser un lapin à son tour. Une décision vengeresse tout à fait calculée, mais également motivée par le fait que chez lui, il n'y a qu'un lit, et qu'ayant des problèmes de dos, il n'avait pas envie de dormir par terre. Il avait donc bon espoir que son ami décide de changer de stratégie ce soir-là. Quand Anthony a appris ce qui est arrivé à Janet par la suite, il a évidemment eu honte d'avoir agi de la sorte et n'a pas osé dire la vérité aux enquêteurs, surtout en sachant qu'il n'avait pas d'alibi vérifiable et qu'il deviendrait automatiquement un suspect, ce qui a été le cas. Après être passé à table et en l'absence totale de preuves matérielles permettant de l'inculper, le quadragénaire est relâché avec interdiction de quitter le territoire. C'est une comparaison de son profil ADN avec celui du meurtrier qui permettra de le mettre définitivement hors de cause 2 mois plus tard. Cela dit, avant même que les résultats de cette analyse ne soient connus, la police embraye déjà sur une autre piste. Souvenez-vous, Anthony leur a dit que si Janet l'avait appelé en début de soirée le 31 décembre, c'est parce qu'une autre personne lui avait fait faux bond dans l'après-midi. Les enquêteurs décident donc de creuser dans cette direction et apprennent que cette personne est une dénommée Élise Sanvoisin, une Française dont l'âge n'est pas connu, qui avait rencontré l'étudiante australienne par le biais d'une petite annonce publiée dans un journal. Elle voulait apprendre l'anglais et Janet l'avait contactée pour lui proposer de lui donner quelques cours avant de quitter la France. Des leçons au cours desquelles elles ont peu à peu tissé des liens. Par conséquent, lorsqu'Élise a appris que sa nouvelle copine n'avait rien de prévu pour le réveillon du Nouvel An, elle lui a naturellement demandé si elle serait tentée de venir le fêter avec elle, chez des amis. Elle lui a même dit que si elle le souhaitait, elle pourrait ensuite rester chez ses parents jusqu'à son départ pour New York. Janet avait accepté et était attendue le 31 décembre dans l'après-midi à la station de métro Mairie de Clichy. Mais à l'heure convenue,
elle ne s'est pas présentée. Élise affirme l'avoir attendue 1 heure dans sa voiture, avant de repartir chez ses parents, où elle a tenté plusieurs fois de joindre son amie en appelant le foyer étudiant à Savigny-sur-Orge, jusqu'à même laisser un message vocal à son attention. L'ennui, c'est que ce message, Janet ne l'a évidemment pas eu, vu qu'elle était déjà définitivement partie de l'établissement. Après avoir parlé à Élise, la police recoupe toutes les informations délivrées par la jeune femme. Les forces de l'ordre concluent qu'elle leur a bien dit la vérité. Donc la seule question qui reste en suspens à ce moment-là, c'est pourquoi ? Pourquoi le plan ne s'est-il pas déroulé comme prévu ? Une question à laquelle il est malheureusement impossible de répondre précisément, dans la mesure où la seule personne à pouvoir le faire n'est plus de ce monde. Janet n'a pas donné ce genre de détails à Anthony quand elle l'a appelé. Donc à ce stade, les enquêteurs ne peuvent faire que des suppositions. La plus plausible de toutes, c'est que la jeune Australienne soit sortie à la mauvaise station de métro, pensant ensuite, à tort, que son ami lui avait fait une fausse promesse et n'était pas venu. Quoi qu'il en soit, après ce premier rendez-vous manqué, l'étudiante australienne a complètement paniqué, en constatant l'absence d'Anthony, qui était pour ainsi dire son plan B. C'est dans le désarroi le plus total que vers 21h, elle a contacté les parents d'Élise, dont elle avait le numéro de téléphone fixe. À ce moment, leur fille était déjà partie chez ses amis pour le réveillon. Mais ces derniers, qui résident à Herblay-sur-Seine, à une vingtaine de kilomètres du centre de Paris, ont tout de même accepté de suivre son plan et d'héberger Janet pour 2 nuits. À son tour, questionnée par les enquêteurs, la mère d'Élise leur dit qu'elle a expliqué à la jeune femme comment venir chez eux en transport en commun. Évidemment, sans manquer de lui préciser qu'une fois arrivée à la gare de Conflans-Findoise, elle n'aurait qu'à rappeler pour qu'on vienne la récupérer. Le problème, c'est que pendant l'intégralité de la discussion, les 2 femmes ne se sont comprises qu'à moitié. Parce que l'une ne parlait pas anglais et l'autre ne parlait pas français. Janet avait bien suivi des cours, mais elle n'avait pas encore un niveau lui permettant de s'exprimer clairement et de façon fluide en français, ou bien de comprendre un natif par exemple. Elle avait donc pour mission de se diriger dans une très grande ville, puis d'effectuer un trajet à la fois long et compliqué pour une étrangère ne maîtrisant pas la langue. Le tout en ayant en tête des explications floues et peut-être mal comprises. Autant dire que cela s'engageait mal pour Janet, qui ne semble d'ailleurs pas avoir recontacté les parents d'Élise après coup. Et si je dis « semble », c'est parce que sa mère ne peut pas en avoir l'absolue certitude. Effectivement, ce n'est que plus tard qu'elle a constaté que le téléphone était en réalité mal raccroché. Il est donc possible que l'ami de sa fille ait atteint la gare de Conflans-Findoise ce soir-là, mais que la ligne ait sonné occupée quand elle a tenté d'appeler afin de signaler sa présence. En tout cas, si les enquêteurs sont sûrs qu'à 21h elle était sur les Champs-Élysées, après ça, ils sont dans l'incapacité totale de déterminer avec certitude où elle a pu se rendre. Aucune caméra de surveillance ne semble avoir filmé Janet. Et si un appel à témoins est bien lancé, il ne donne rien. Tout comme l'intense recherche menée par les autorités dans le but de retrouver ses affaires, qui n'étaient pas à côté de son corps. Suite à cet énième retour à la case départ, l'éventualité que l'étudiante australienne ait pu faire une mauvaise rencontre dans un train est explorée. Mais de tous les hommes s'étant récemment rendus coupables d'une agression sur une femme dans des transports en commun, aucun n'a le profil ADN prélevé sous les ongles de la victime. Voilà une autre piste qui, au départ prometteuse, tombe à l'eau. En conséquence de quoi, les enquêteurs décident de balayer large, sans savoir que c'est cette option qui va leur permettre de cibler la bonne personne. Quand je dis que les enquêteurs ont balayé large, ce n'est pas une expression. Parce qu'ils en viennent à se dire qu'au vu de l'endroit où le corps de Janet a été découvert, il est fort possible que ce soit un habitant du quartier des musiciens qui l'ait tué. Si c'est le cas, étant donné qu'il n'a pas commis le meurtre sur place, il l'a très certainement ramené chez lui avant. Et ça, il y a de fortes chances pour que cela colle avec le profil d'un homme célibataire, à quelques exceptions près. Une liste de tous les individus de sexe masculin cochant cette case est donc dressée par les autorités, qui obtiennent tout de même la bagatelle de 120 noms. Mais les choses ne sont pas faites à moitié.
Ces 120 personnes sont convoquées pour être soumises à un prélèvement ADN. L'ennui, c'est qu'au flagrant manque de coopération des résidents s'ajoute l'absence de caractère obligatoire, parce qu'il est impossible pour les enquêteurs de forcer la plupart des hommes à passer au commissariat pour subir cette analyse de leur empreinte génétique. Ceux qui ne se présentent pas à leur convocation sont relancés, et au pire, prennent une amende. Mais c'est à peu près tout ce que peut faire la police judiciaire de Versailles, déjà débordée pour les convaincre de se déplacer. Alors forcément, les mois défilent plus vite que les noms ne peuvent être rayés de la liste. Les mois et même bien plus que ça, puisque l'enquête reste au point mort jusqu'en 2008, soit 7 ans après la mort de Janet. Une année durant laquelle une nouvelle analyse de l'ADN du meurtrier est demandée, et effectuée avec des outils plus avancés qu'à l'époque des faits. Les résultats permettent d'obtenir un profil plus complet, qui peut à présent être inscrit au FNAEG, une initiative qui porte ses fruits début 2009, quand la juge d'instruction chargée de l'affaire apprend à la police qu'une correspondance vient d'être trouvée avec l'empreinte génétique d'un certain Adriano da Silva. Il s'agit d'un franco-brésilien de 34 ans, qui en avait donc 26 en 2001, et qui résidait dans le quartier des musiciens. Il fait d'ailleurs partie des 120 hommes célibataires convoqués au commissariat, mais aussi, et surtout, des 6 qui ont toujours obstinément refusé de s'y rendre. Adriano est le père de 3 enfants, et il est à la tête d'une petite entreprise d'installation de rayonnage. Mais il a pourtant jugé bon de prendre le volant sans permis, puis d'essayer de forcer le passage quand il a fait l'objet d'un contrôle routier en février 2008. Une prise de décision aussi inconsciente que dangereuse, qui lui a bien évidemment valu une arrestation, et même une condamnation à 1 mois de prison. Et si en soi, le délit dont l'homme s'est rendu coupable à ce moment-là n'est pas des plus sérieux parce que personne n'a été gravement blessé, il prouve pourtant qu'il n'a pas beaucoup réfléchi en amont, parce que se démêler avec la justice a été assorti d'une obligation de se soumettre à un prélèvement ADN. Cela fait 7 ans que Da Silva fait en sorte d'esquiver les forces de l'ordre, en jouant au jeu du chat et de la souris avec les tests ADN. Si l'on en croit la correspondance trouvée automatiquement par le FNAEG entre son empreinte génétique et celle du meurtrier de Janet, tout le désigne comme étant le coupable. Voilà une preuve difficilement réfutable qu'il a bien croisé la route de la jeune Australienne en détresse sur les Champs-Élysées dans la soirée du 31 décembre 2000. Un état psychologique fragile, allié à une naïveté dont il a peut-être profité pour l'attirer chez lui afin de l'agresser. Et si je dis peut-être, c'est parce qu'à elle seule, une correspondance ADN ne peut pas permettre aux enquêteurs d'affirmer avec certitude que c'est lui qui l'a tué, même si dorénavant, le fait qu'il a bien eu un contact avec la victime ce soir-là est à présent indéniable. Mais s'ils veulent faire condamner Adriano à coup sûr au plan pénal, il leur faut un dossier béton, et donc des preuves matérielles supplémentaires, voire même mieux, des aveux de sa part. Les grands avocats français ne gagnent pas leur procès avec de longues tirades durant leur plaidoirie. Ce sont les procéduriers qui réussissent à dresser un mur face au parquet. Le diable se cache dans les détails. Et s'il y a un accroc dans la procédure, un avocat aura le flair pour faire innocenter son client. Le 17 février 2009, Da Silva est interpellé chez sa compagne tôt dans la matinée pour être placé en garde à vue. Son appartement est perquisitionné dans la foulée. Un logement qui, par chance, est le même que celui qu'il occupait à l'époque des faits. Malheureusement, malgré une fouille plus que minutieuse des lieux, la police scientifique ne trouve là-bas aucun élément suspect. Autrement dit, tout repose désormais sur l'interrogatoire de l'individu, qui, depuis le départ, affiche un calme olympien. Les enquêteurs, eux, ne disposent que de 48 heures de garde à vue pour le pousser à admettre sa culpabilité, avant de devoir, au choix, demander son inculpation ou le relâcher. Une pression supplémentaire pour ceux qui ont cette affaire irrésolue sur les bras depuis maintenant 9 ans. Voilà un moment charnière dans l'affaire du meurtre de la jeune Janet O'Keefe. Une fois en salle d'interrogatoire, Da Silva répond froidement aux questions qui lui sont posées et nie toute implication dans cette affaire d'homicide, affirmant même qu'il ne l'a jamais vue. Une déclaration que les policiers savent fausse grâce à l'ADN. Il est alors rapidement mis face à la correspondance de son empreinte génétique qui l'incrimine. Malgré l'évidence, il reste rivé sur ses positions,
En fait, si l'on en croit ses dires, il s'agit forcément d'une erreur commise par le laboratoire durant l'analyse. Adriano n'est visiblement pas décidé à passer à table. Et durant sa garde à vue, il revêt petit à petit tous les masques, parce qu'après s'être drapé dans le mensonge, il se braque et cesse de coopérer, pour finalement admettre que oui, il a bien vu Janet le 31 décembre 2000. Cela dit, il maintient coûte que coûte qu'il ne lui a pas fait de mal, au contraire. Il indique que lorsqu'il a croisé l'Australienne sur les Champs-Élysées, elle était en train de se faire chahuter par un groupe de jeunes. C'est alors qu'il s'est interposé pour la défendre et qu'elle l'a involontairement griffé au niveau du nez. Ce qui expliquerait donc la présence de sa peau sous les ongles de la victime. Pourtant, si l'on en croit les femmes avec qui il a eu ses enfants, Adriano n'est pas du genre à se comporter en héros à l'égard de la gente féminine. Bien au contraire, puisqu'elles le décrivent toutes deux comme un homme qui a deux facettes et peut soudainement se montrer très violent. Une attitude dont il n'a d'ailleurs pas honte, avouant sans aucune gêne aux enquêteurs que, je cite, « il lui est effectivement arrivé de leur mettre des claques parce que par moments, elle le méritait ». Le genre de phrase qui en dit long sur celui qui la prononce. Un individu qui s'est peut-être permis de tenir ses propos parce qu'il ignore encore quelque chose que vous non plus, vous ne savez pas. Il se trouve que dans le sac de couchage qui contenait le corps de Janet, il y avait des poils qui de toute évidence ne lui appartenaient pas. Mais en 2001, il était impossible d'exploiter correctement l'ADN contenu dans les éléments pileux. Cette potentielle preuve avait donc été laissée de côté, mais conservée précieusement, jusqu'à ce que la science médico-légale fasse des progrès suffisants. Un progrès qui a déjà été franchi au moment où Da Silva se retrouve face aux enquêteurs. Ces derniers ne se privent donc pas pour lui dire que l'histoire du héros qui s'est simplement fait griffer par mégarde, en voulant sauver une jeune femme innocente, n'a rien de crédible, vu que ce sont ses poils qui ont été retrouvés dans le duvet, un élément prouvant qu'il y a eu bien plus qu'une rencontre fortuite entre eux. L'homme sent peu à peu l'étau se resserrer autour de lui. Et si au départ il tient bon, c'est finalement à l'évocation de Johanna, sa compagne, qu'il craque totalement. Prise de conscience ou constatation que les preuves matérielles vont suffire à l'inculper? Impossible à dire, toujours est-il qu'il indique à la police que si on le laisse appeler sa petite amie, il avouera tout, une faveur que les enquêteurs lui octroient. Simplement afin de l'entendre raconter de quelle horrible façon s'est réellement terminée cette soirée pour Janet. Le suspect indique qu'il l'a croisée sur les Champs-Élysées vers 21h. Ensuite, ils ont discuté et sympathisé jusqu'au moment où il a proposé à la jeune femme de l'héberger pour la nuit, chez lui, au Muro. L'étudiante australienne a accepté. Et une fois dans l'appartement du quartier des musiciens, ils ont eu des relations sexuelles. Mais durant l'acte, Janet en aurait eu assez, ce qui n'a pas été du goût de son hôte. Da Silva n'a pas supporté être repoussé. Il a frappé la jeune femme avec une barre de fer jusqu'à ce qu'elle perde connaissance. Mais elle est ensuite revenue à elle et a commencé à hurler à plein poumon. Dans le but de la faire taire, son agresseur a placé ses mains autour de son cou, puis l'a serrée de plus en plus fort pour qu'elle s'évanouisse à nouveau, avant de la pendre à une fenêtre à l'aide d'une rallonge électrique. Sans surprise, Janet est morte par strangulation. Et si au départ, Da Silva était désemparé parce qu'il ne savait pas comment se débarrasser de son corps, il a finalement décidé de la laver, de l'habiller avec les vêtements qui traînaient chez lui, puis de la glisser dans un sac de couchage qu'il a juste jeté par la fenêtre de son salon. Ce n'est que quelques heures plus tard, au cours de la nuit, qu'il est descendu au pied de son immeuble pour tirer le duvet jusqu'au parking abandonné, situé un petit peu plus loin dans le quartier. Cette nouvelle version semble correspondre en tout point à ce qui a été constaté sur le corps de Janet durant son autopsie. À une exception près, il est assez improbable que Da Silva ait eu des relations sexuelles avec elle, étant donné qu'elle avait un tampon hygiénique. Il y a fort à parier qu'une fois arrivé chez lui avec la jeune femme, le meurtrier lui a fait des avances, qu'elle a refusées d'emblée. C'est précisément ce point qui a provoqué chez lui le coup de sang qu'il a mentionné. Sa dernière version n'a qu'un seul but pour les enquêteurs: essayer d'atténuer la gravité des faits et surtout
tenter de faire sauter la possible préméditation, qui viendrait alourdir fortement sa peine à venir. Suite à ses aveux, Da Silva est formellement inculpé. Seulement, dans les mois suivants, il revient sur ses paroles prononcées lors de sa garde à vue, affirmant cette fois qu'en réalité, tout ce qu'il a fait le soir du 31 décembre, c'est ramener Janet chez lui, après quoi, il l'aurait mise à la porte avec un sac de couchage, simplement parce qu'il s'était disputé avec elle et qu'il ne voulait pas qu'elle reste dans son appartement. Il clame son innocence haut et fort, et assure que s'il a parlé 4 ans plus tôt, c'est uniquement parce qu'il a subi des pressions policières lors de sa garde à vue. Les enquêteurs sont aux abois depuis des années dans cette affaire. Il est simplement une victime choisie au hasard pour améliorer les statistiques des autorités. Mais lorsque son procès s'ouvre en 2012, il prend la parole en fin d'audience. Et ce faisant, il creuse sa propre tombe. Sous les yeux médusés de son avocat, et en présence des proches de Janet, il dit l'avoir rencontrée dans le train. Et à grand renfort de détails, on ne peut plus salace, raconte comment ils s'y sont pris pour avoir des relations sexuelles dans les toilettes du wagon. Il fait preuve d'un évident manque de respect à l'égard de la mémoire de la victime et de sa famille, mais aussi d'une absence totale de remords, une attitude inacceptable qui n'encourage pas la cour à faire preuve de clémence. D'autant plus qu'aucune de ces paroles ne sont vérifiables, et qu'il ne s'agit que de mensonges à nouveau. Au terme de ce procès, Da Silva est reconnu coupable du meurtre de Janet O'Keefe. Il est condamné à 30 ans de réclusion criminelle, incluant une période de sûreté de 20 ans. Après l'annonce de sa sentence, il se permet de faire appel, et il n'aurait visiblement pas dû. Le président de la cour d'appel visionne les enregistrements des interrogatoires et constate que le meurtrier a décrit son acte de façon calme et froide, sans que les enquêteurs ne l'y aient forcé d'une quelconque façon. Le second verdict est donc plus lourd encore que le premier. 30 ans de prison, sans période de sûreté cette fois. On peut dire que le soir du 31 décembre 2000, Janet O'Keefe a vraiment rivalisé de malchance. Parce que ce ne sont pas 2, mais 3 rendez-vous manqués qui ont permis à son meurtrier de pouvoir tirer avantage de sa détresse émotionnelle et de l'attirer dans son piège. La jeune étudiante étrangère perdue dans Paris, cette ville qu'elle avait tant rêvé de visiter, a, sans le savoir, suivi un homme froid et calculateur, qui ne considérait pas un non comme étant une réponse acceptable. En conséquence de quoi, il l'a finalement tuée, d'une façon particulièrement violente. Une mort brutale, qui a laissé sa famille en attente de réponse pendant 8 ans. Heureusement, aucun autre décès n'a été à déplorer par la suite. Parce que souvenez-vous, Suzanne, la mère de Janet qui avait appris son cancer quand elle a été tuée, est depuis longtemps en rémission. Voici pour cette terrible affaire française où la police a été brillante. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, écrivez Australie en commentaire. J'espère que vous avez apprécié mon récit. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à liker cette vidéo. Je vous remercie de m'avoir regardé. Je vous dis à très vite. Bye.